Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Carib ce soir donc pour accueillir Aïji. Bon, c'est un nom d'auteur, hein, mais je n'essaierai pas de prononcer le véritable nom, mais Aïji. Et puis aussi d'accueillir, parce que c'est aussi la première fois, Le Serpent à Plumes, donc un éditeur qu'on aime beaucoup et dont on se félicite incroyablement de la résurrection. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a fait énormément plaisir l'année dernière. Et ça va être un peu étonnant parce qu'en fait, Aïji est un auteur coréen et on va parler quand même beaucoup de Lituanie ce soir. Donc ça va être un paradoxe assez sympathique, on va essayer de l'élucider en partie. On va parler pas seulement de la République d'Ujupis. Ouais, ça va être dur, hein, je sens. Bon, si parfois je dis Usupis, vous m'en voudrez pas trop. Enfin, je ne sais pas prononcer les Z accentués du lituanien. Donc, c'est le. Alors, en fait, Aïji est un auteur, si j'ai bien suivi, un auteur coréen assez particulier, enfin un très très grand auteur coréen, mais un auteur coréen qui a été assez controversé, qui a, avec son premier roman, en fait, en 1990, Les Hippodromes, un petit peu secoué, en fait, le monde littéraire coréen et la société coréenne. Et donc, il y a quand même une volonté, il y a quelque chose on va en reparler, hein, mais de s'en prendre quand même à tout ce qui est quand même de l'ordre du conservatisme, tout ce qui fige, tout ce qui refuse un peu de bouger, de se libérer. Et sur un angle complètement différent, donc cette République du Jupis en est assez emblématique. Et alors je ne voulais pas attaquer directement par des questions en fait, parce que je voulais qu'on rentre un peu par la lecture et par le contenu. Alors, on va être confronté à un obstacle. Alors, parmi vous, il y en a qui l'ont lu, hein, la République du Jupis. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, on a toujours une règle, c'est que c'est un roman qui est très déstabilisant, qui est très insidieux, enfin, qui est à la fois très simple. On reviendra sur le thème de la simplicité. C'est quelque chose, je crois, qui tient beaucoup à cœur à Aïji. C'est un texte qui en fait se dévoile peu à peu, qui réserve des grosses surprises, et à mon avis il est très dommage en fait d'en dire trop. Et donc il y a et je suis désolé hein, pour l'auteur, mais il y a un entretien américain en fait que vous avez consenti il y a l'année dernière, où il ne faut pas révéler au bout de 10 minutes tout ce qui se passe dans les 10 dernières pages. Vraiment c'est pas bien. Donc on va essayer de l'éviter. De ne pas dire ce qui se passe exactement, enfin, surtout à la fin. Parce que je pense que c'est un des grands plaisirs hein, de ce roman, qui n'est pas un roman de suspense, c'est pas un thriller, mais néanmoins, il y a des vraies surprises, il y a des vraies choses qui se passent, et ce serait dommage de les dévoiler comme ça par inadvertance pour les futures lectrices et lecteurs. Donc, avant qu'on rentre directement dedans, je vais dire simplement comment ça commence et on le lira tout à l'heure un extrait. Mais donc il y a un héros, un protagoniste, qui n'est pas tout à fait un narrateur, on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est pas exactement le narrateur, celui qui en occupe la position de départ, enfin, qui est asiatique, je ne sais pas de quel pays ou de quelle origine exactement, mais qui se retrouve donc un beau matin, en hiver, il arrive à Vilnius, en Lituanie, à l'aéroport, avec sa valise, quelques documents, et il demande à être conduit donc à la République d'Ujupis, qui pour lui est une sorte d'évidence, que tout le monde doit la connaître, hein, parce que lui il la connaît bien, et parce que son père, son père en fait a été ambassadeur de la République d'Ujupis dans le pays asiatique où il a passé sa vie. Donc son père étant décédé, il veut venir enterrer en fait les cendres de son père dans son pays d'origine. Et cette République d'Ujupis
évidemment, on se dit, on est dans quelque chose de très réaliste, hein, on n'est pas du tout dans quelque chose de fantastique, hein, on est vraiment dans du réalisme. On arrive à l'aéroport, les gardes, la sécurité, et il va falloir la trouver, sa Blue Jubilee, parce que contrairement à ce dont le narrateur est absolument persuadé, mais dans ses tripes et dans son intellect, les autres personnes, ça leur dit quand même pas grand-chose. Enfin, et c'est comme ça qu'on va plonger dans quelque chose d'assez étonnant, avec un traitement donc, très simple, très réaliste. Ouais, on se trouve dans une ville qu'on ne connaît pas, on cherche la recherche d'un endroit qui se dérobe. Alors on demande à des gens, et puis il y a, comme effectivement, je crois, ça se passe, il y a des gens qui vont vous aider, d'autres qui vont peut-être vous aider, mais ils ont leur propre agenda, tout ça va se compliquer. Mais moi, ça m'a fasciné, donc je voulais quand même savoir, Aiji, pourquoi la Lituanie, quoi? D'abord, bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup d'organiser cette belle soirée. Alors, mais je ne connais pas exactement son nom. Hugues. Hugues, ah, ok. Je vous remercie beaucoup. Ensuite, je poserai de réponses avec mon stupide français. 2000, au début de l'année 2000, je suis allé à Lituanie tout d'un coup. C'était plein hiver pour rencontrer mon ami Kerkis, américain. Lui, il a publié mon premier recueil de poèmes en anglais aux États-Unis. Alors, mais sans prévenir, tout d'un coup, j'ai visité. À l'aéroport, j'ai téléphoné à lui. Kerry, je suis à l'aéroport. Lui, il m'a dit, quel aéroport? À Pilius. Il a surpris. Oh mon Dieu, attendez, là, j'irai tout de suite. Alors moi j'ai dit, non, c'est pas nécessaire. Tu chercherais ton appartement. Et alors, j'ai pris le taxi. Il neige beaucoup. Le taxi tourne beaucoup, paye beaucoup. Alors, pour moi, c'est un pays très, très étrange. Tantôt très sinistre. Il y a de pénombre. Il fait très froid. Alors, regarde, during the travel, j'ai certaines impressions. Ah, c'est un pays vraiment désespoir. Et alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Lituanie. Discutant, pendant quelques jours, j'ai parcouru à Vilnius. J'ai certaines impressions. J'ai envie d'écrire un roman. Mais pour quelques jours, pendant quelques jours, avec mon expérience, je ne peux pas oser d'écrire un roman. Mais quand même, moi j'ai dit à mon ami Kerkis, Kerry, Lituanie est un pays très agréable pour se suicider. Avec pistolet. Et alors,
À ce moment-là, déjà, dans mon imagination, j'ai une grande ligne d'histoire. Quelqu'un qui se suicide en Lituanie. Et alors, mais après 5 jours, j'ai quitté Lituanie. J'ai oublié. La prochaine, l'année prochaine, j'ai invité pour conférence à l'université de Vilnius. C'était printemps. À ce moment-là, j'ai l'occasion de visiter de bâtiments officiels pour obtenir quelques... Ce bâtiment aussi très intéressant, c'est très vieux bâtiment. Le toit est très bas. Le couloir en bois fait bruit beaucoup. C'est très compliqué. Alors, j'ai une très bonne chance de visiter de ce bâtiment. Alors, pour moi, c'est très filmique. Et troisième fois, quand j'ai visité là-bas, c'était 2002, en hiver, plein hiver. Thomas Sepaitis, dans mon, le premier ministre ministre des Affaires étrangères, lui, il m'a proposé de devenir un ambassadeur de Dujupis. Alors, j'ai dit, ok, j'ai accepté. Alors, à partir de cette décision, je deviens tout d'un coup un Ujupisien. Je ne suis pas coréen. En tout cas, lui, il m'a envoyé le certificat, tous les dossiers et le drapeau. Il m'a envoyé. Alors, j'ai ouvert les enveloppes. À ce moment-là, j'ai une idée d'écrire cette histoire. Si après ma mort, mon fils apporte mon sang dans son sac, il revient pour retrouver mon propre patrie. Et alors, voilà, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire une histoire à Lituanie. Premièrement, moi, je n'ai pas osé d'écrire un roman, puisque je ne connais pas beaucoup de la réalité de Lituanie, la vie réelle de Lituanie. Et alors, j'ai décidé de faire un film avec cette histoire. Alors, j'ai discuté avec un producteur de film en Corée. J'ai expliqué mon idée. Lui, il s'intéresse beaucoup. Et alors, lui, nous avons promis de faire un film. Et alors, lui, je lui ai dit, pendant 2 mois, en Vilnius, j'écrirai le scénario. J'envoyerai mon manuscrit à Séoul. Si c'est intéressant, bien, vite à Vilnius. Et alors, j'ai terminé mon scénario et j'ai envoyé. Lui, il est venu à Vilnius. Et nous avons parcouru pour réaliser notre projet.
à ce moment-là, une équipe française de cinématographique est venue aussi, travaille aussi à Lituanie. Alors, pour demander bons conseils, j'ai rencontré très souvent avec les équipes françaises. Nous avons pu ensemble, nous avons fumer marijuana ensemble. Mais tout d'un coup, Marie Trintignant est décédée à cet été. Et alors, ils sont... je ne peux pas continuer de discuter avec eux. En tout cas, nous avons essayé de faire ce film, mais il y a le problème, en tout cas, il y a certains problèmes. Le prix était assez cher. Alors, nous ne pouvons pas réaliser. Alors, après quelques années, j'ai écrit un roman avec cette histoire. Voilà, c'est tout. Alors, je vous propose juste d'écouter le tout début en fait, hein, parce que c'est assez emblématique. Puis après, comme moi j'ai pas l'intention de raconter en fait l'histoire, ça donne bien le ton en fait de ce qui va se passer. Donc ce premier chapitre s'appelle Jonas, le chauffeur de taxi. C'est lui le vrai héros du premier chapitre. Un Asiatique est descendu de l'avion. Dans son uniforme kaki, la jeune femme du bureau de l'immigration a semblé surprise. Cet étonnement disait assez combien il était inhabituel de voir débarquer des Asiatiques par ici. Avec un sourire aimable, l'homme a présenté son passeport. La jeune femme en uniforme kaki a scruté chaque page, décrochant son téléphone après avoir achevé son examen. Quelque chose n'allait pas, semblait-il, et la jeune femme a composé rapidement un numéro. Après une brève discussion, elle s'est retournée vers l'homme. « Monsieur Hall, je vais vous demander d'attendre un instant, s'il vous plaît. » Peu après sont arrivés 2 douaniers. Également porteurs d'uniforme kaki, ils abordaient en plus un pistolet au côté. L'un d'entre eux était un géant de presque 2 mètres. Les douaniers ont commencé à examiner ce monsieur Hall, cet Asiatique qui se tenait devant eux. C'était un homme dans la quarantaine, de belle allure, avec un visage soigné et une tenue élégante. Son expression était calme et réfléchie, son attitude distinguée. « Your boarding pass, please » a demandé l'un des douaniers, le géant. Hall a paru ne rien comprendre. Non seulement l'accent du géant était difficile à saisir, mais qu'on lui demande sa carte d'embarquement au bureau d'immigration le rendait perplexe. D'autant plus perplexe qu'il était le seul passager auquel une telle requête était faite, les autres passagers étant accueillis chaleureusement. « Boarding pass, a insisté l'autre douanier main tendue. D'une voix polie mais ferme, Hall a alors répondu qu'il s'étonnait de leur demande, que sa carte il l'avait déjà donnée à un membre de la compagnie aérienne à l'embarquement à Amsterdam. Face à lui, la mine des douaniers s'était allongée. Manifestement, leur maîtrise de l'anglais ne leur avait pas permis de saisir la réponse de Hall. La jeune femme du bureau de l'immigration est intervenue. « Vous voyagez sans visa. En ce cas, vous ne pouvez rester plus de 15 jours chez nous. Et pour vous laisser entrer, il nous faut la preuve que vous repartirez avant ce délai. C'est pourquoi nous devons vérifier sur votre billet la date de votre retour à Amsterdam. » Hall a haussé les épaules. « Mais je n'ai pas de billet de retour. Pour une raison très simple, je ne compte pas revenir sur Amsterdam, mais me rendre dans un autre pays. Vous n'allez tout de même pas me refuser l'entrée ici au seul motif que je n'ai pas pris un aller-retour. » La jeune femme en uniforme kaki a traduit aux deux douaniers la réponse de Hall et ils se sont mis à parler entre eux, l'air préoccupés. Au terme de leur discussion, ils ont donné leurs instructions à la jeune femme qui s'est tournée vers Hall pour les transmettre. « Quand pensez-vous quitter le pays ?»« Sans tarder, probablement aujourd'hui même. » Sidérée par la réponse, elle a tout de même rapporté aux 2 hommes. Ils ont alors posé une question que leur collègue a traduite. « Quelle est votre prochaine destination ?»« La République de Joupiche. » Sa réponse a été aussitôt transmise aux douaniers qui sont remis à échanger assez longuement entre eux. Au terme de ce débat, apparemment parvenu à une décision, ils ont communiqué leurs directives à la jeune femme, après quoi ils ont quitté les lieux. La jeune femme en uniforme kaki a rempli un formulaire et a demandé à Hall de le signer. Quand il s'est exécuté, la femme a apposé le tampon du bureau de l'immigration sur son passeport. « Si vous ne quittez pas le pays dans les 48 heures, vous devrez vous présenter au bureau des ressortissants étrangers au ministère des Affaires étrangères pour le signaler. Voici l'adresse, » a dit la jeune femme en lui rendant son passeport avec un double du formulaire. Elle a pris le passeport et le papier, a remercié la jeune femme. Au moment où il franchissait la zone d'arrivée, celle-ci, comme prise d'un doute subit, l'a interpellé. « Vous avez dit que vous alliez vous rendre en République du Joupis ?» Elle a répondu que oui. Alors la jeune femme a demandé « Mais c'est où ça ?» Hall lui a retourné un regard étonné.
Voilà, donc enfin, le ton est donné, on est dans cet univers où il y a des certitudes énormes chez Hal, qui est certain, et il a plein de choses à l'appui de ces certitudes. C'est pas juste un fantasme, il a des photos, des documents, des drapeaux, des cartes postales, enfin, donc elle existe la République de Jupis. Et en face, effectivement, il y a une certaine incrédulité des gens. Alors, ça se corse très rapidement, et ça, c'est pas un gros spoiler, parce que ça apparaît au bout de 15-20 pages. La République de Jupis, elle existe réellement, dans le vrai monde, pas seulement dans le roman. Elle existe, mais comme la commune libre de Christiania à Copenhague, par exemple. C'est en fait un quartier de Vilnius, parce que Jupis veut dire de l'autre côté du fleuve. C'est un faubourg de Vilnius qui s'est proclamé république indépendante, réellement, qui a donc un président, un gouvernement, tout ça étant considéré de façon un petit peu sympathique par les autorités officielles lituaniennes, qui trouvent ça un peu folklorique, amusant. Donc c'est un quartier un peu bohème, il y a beaucoup d'artistes, enfin tout. Et donc il va y avoir très vite, 5 pages plus loin que ce que je viens de lire, un petit quiproquo qui va se créer, parce que les gens qui veulent aider Hal vont lui dire, bah oui, mais la République des Jupis, ça. Bah dis donc, on savait pas qu'il y avait des gens qui venaient quand même d'Asie pour voir notre petit faubourg bohème, sympathique certes, mais pas non plus extraordinaire. Mais lui, c'est pas du tout ça qu'il est en train de chercher, c'est complètement autre chose qu'il cherche. Et après, ça va se corser, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a un côté miraculeux dans cette écriture d'arriver à gérer jusqu'au bout, en fait, les différentes croyances, en fait, des différentes personnes qui sont là, qui discutent dans une soirée, qui échangent des banalités, aussi un peu de sympathie. C'est un étranger, il est venu de loin, on essaie d'être un peu accueillant. Et on ne parle pas de la même chose, et pourtant, il faut arriver à créer un terrain d'entente, un terrain de truc. Donc il y a... Moi, voilà, j'avais cette question, c'est... Ça arrive à donner une atmosphère fantastique, alors qu'il n'y a rien de fantastique. Oh. En tout cas, moi, j'ai pas vu de fantastique, au moins pendant les 150 premières pages. En tout cas, quand j'écris, j'étais en Lituanie, il y a rien de fantastique, mais en même temps, tout est irréel, fantastique, parce que tout d'abord, les femmes sont très très belles, très réellement belles. L'air sourit aussi très. Tantôt c'est très belle, mais très triste en même temps. Et alors, d'ailleurs, il y a le brouillard toujours dans la pénombre. Tous les objets étaient dans l'air, comme dans l'air. Et alors, moi, par exemple, il y a le bâtiment, nous regardons un bâtiment réel, mais il y a brouillard, c'est dans l'air. Dans ce cas-là, en Lituanie, tout est comme réel, fantastique pour moi. Alors pourquoi j'ai fait un film? Alors ici, l'histoire, tantôt c'est très réel, mais en même temps très réel. Et alors, ce que je vais faire dans cet roman est ce qui est très réel et en même temps ce qui est très réel en même temps. Alors, c'est mon expérience en Lituanie. Et alors, la mort aussi, réelle. La vie aussi, réelle. Alors, pour cela, j'ai fait un
un film très particulier avec cette histoire. C'est la motivation. Ma réponse n'est pas suffisante. Moi, je suis très triste parce que mon français n'est pas tellement suffisant. Puisque c'est vrai, il y a à peu près 30 ans, tu parles très bien français, mais tu es oublié. Trop. Tantôt, cette fois-ci, dans la vie, tantôt je suis surpris. Puisque jusqu'à maintenant, les gens parlent français ici dans ce pays. Moi, j'ai oublié, tu parles autre langue, mais ici, les Français parlent toujours français. C'est très, très étonnant pour moi. Tantôt, c'est très réel pour moi. Parce qu'on peut rappeler quand même que Eiji a longtemps vécu en France et a, si je ne me trompe, un master et un doctorat de littérature français. Donc, effectivement, il y a quand même un terrain qui est assez familier. Alors, je vais peut-être trahir, enfin je crois pas que ce soit un secret parce que c'est quelque chose que vous avez déjà dit dit dans des entretiens quand vous étiez plus jeune, encore très jeune, mais quand vous l'étiez vraiment beaucoup plus, vous vouliez être Shakespeare, parce que Shakespeare c'est universel. Et je trouve que, en fait, alors vous dites, parce que vous êtes modeste, que non, de toute façon vous ne serez jamais Shakespeare. D'abord ça on ne sait pas, parce que ça se juge quand même 2 ou 3 siècles après en général. Yeah. Donc. Mais je trouve que ce roman particulièrement a un côté vraiment shakespearien. Je pense que c'est vrai, parce que quand j'étais un petit garçon en Corée, j'étais un petit garçon dans le tout paysan. À ce moment, j'ai trouvé Shakespeare. C'était fantastique pour moi. Et alors, j'ai décidé de devenir un écrivain comme Shakespeare. Mais je n'ai pas réussi de devenir comme Shakespeare. Mais quand même, alors, avec Shakespeare, il y a certaines 보편적인 universel. Alors, Shakespeare, il est européen, mais en oriental, extrême orient, un petit garçon lui peut aimer. Et alors, dans mon roman, je m'efforce toujours de rechercher, toujours d'écrire quelque chose d'universel. Et alors, si dans mon roman il y a quelque chose d'universel, c'est à cause de l'influence de Shakespeare, peut-être. D'ailleurs, moi, j'ai envie de dialogue de Shakespeare. C'est très poétique. Alors, moi, dans mes romans, en principe, il y a beaucoup de dialogues. Le dialogue est très particulier. Quand mon premier roman est réalisé en film, c'était grand succès. Avec ce film était invité par le Film Festival Berlin. Ça aussi c'était très choquant pour les Coréens, puisqu'il y a plein de dialogues. Mais le dialogue est très beaucoup, mais très humour est très amusant. Et alors, moi j'ai
tantôt les journalistes me demandent comment vous organisez les dialogues très riches, tellement riches. Alors moi j'ai dit, ça, puisque je lis Shakespeare, mais j'ai honte parce que je ne suis pas assez bonne auteur comme en comparaison de Shakespeare. Non, mais de toute façon, n'importe quel auteur par rapport à Shakespeare, c'est toujours difficile. Mais je pense que vous êtes cruel avec vous-même parce que justement, dans la République du Jupis, il y a vraiment quelque chose où, en effet, c'est énormément dialogué. Enfin, les dialogues sont très réalistes, sont très crédibles. Enfin, c'est se retrouver là, débarquer dans un pays que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui vous tendent une main secourable. Vous vous retrouvez dans une soirée, donc avec des expats, des gens de l'ancien régime communiste, qui sont un peu déchus, d'autres qui sont un peu des affairistes, d'autres qui sont des intellectuels, d'autres des artistes. Puis les gens, ils discutent, quoi, et c'est drôle, parce qu'il y a évidemment des dizaines de sources de quiproquos, et puis de choses on se demande bien un peu ce qui se passe. Et là-dessus, Aigi arrive à faire peser un climat où il nous dit rien, il n'y a rien de louche, et pourtant ça l'est totalement, quoi. Et ça, c'est quand même, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture, c'est que moi je me mets à flipper en fait au fur et à mesure que j'avance, en disant mais qu'est-ce qui se passe là? Il se rend pas compte, et alors là, il y a effectivement un ressort de technique narrative qui est particulièrement redoutable, et on l'a senti un petit peu même dans le tout début, hein, c'est ce léger décalage entre on a le point de vue de Hal, globalement, mais pas tout à fait le point de vue de Hal. Le narrateur, il est perché juste à côté, il est peut-être un peu sur son épaule, il voit des choses que Hal ne voit pas. Et il nous les distille peu à peu. Excuse-moi. Sur ce point de vue, tu peux dire tu as quelque chose à dire. Moi, j'ai étudié en France. Pendant mon étude en France, j'ai écrit une thèse. Le sujet de ma thèse était la distance dans les romans d'Alain Robbe-Grillet. Distance, c'est... moi, je pensais que dans l'histoire de romanesque, la distance entre l'auteur et l'œuvre est de plus en plus grandie. Par exemple, avant de Flaubert, l'auteur s'engage lui-même, il parle directement avec le lecteur, oh cher mes lecteurs, et il peut écrire tout ce qu'il veut. Mais à partir de Flaubert, la distance entre l'auteur et l'œuvre est grandie, tellement grandie. C'est-à-dire que c'est très objectif par rapport aux autres. Camus aussi, étranger là-bas, c'est très... le narrateur ne s'engage pas beaucoup. Et alors, dans les nouveaux romans aussi, dans mon roman, par exemple, dans la République du Jupis, l'auteur, le narrateur ne s'engage pas. Il n'a que seulement ce qu'il peut voir. Il ne dit pas ce que le personnage pense, ce que le personnage persuade.
Alors, c'est beaucoup plus distant. Le résultat, c'est comme vous avez dit, le narrateur, mais c'est pas vrai narrateur. Ah, voilà, ça c'est la vision principale. Mais quand même, la narration, c'est comme caméra. Alors, la narration aussi, c'est persuade les attitudes de Hall seulement. Voilà, c'est à cause de ça, c'est comme on peut penser que cette narration est très un peu différente. Ah oui, mais elle est très impressionnante parce que elle est quand même très proche de Hall. Enfin, donc l'homme caméra, enfin l'envoyé de Vertov, il est juste derrière. Voilà. Sa caméra, elle est très proche. Elle voit fondamentalement ce qu'il voit, mais c'est pas lui qui le voit, c'est bien le caméraman. Et donc il y a des petites touches, des petites notes de choses où c'est la perception, c'est dans le champ de ce que lui voit, mais il y a un petit... Voilà, et il n'y a pas de démontage, hein, justement on n'est pas du tout dans... Voilà. Mais le doute en fait se crée peu à peu. Et ça fait un effet, alors boule de neige, mais il y a un moment, voilà, bon ça va pas être un spoiler. Il y a un moment, il est dans la neige, parce qu'il passe quand même du temps dans la neige, hein, dans ces rues de Vilnius, où là, il quitte une soirée, il veut rentrer à son hôtel, mais il ne sait plus trop comment on y va, il n'y a pas de taxi, enfin, les taxis sont jamais là quand on veut. Hein. Et donc, il part dans la neige, et puis c'est complètement fou, quoi. Il ne connaît pas la ville, il fait froid, mais tant pis, il a l'impression que c'est pas si loin que ça, son hôtel, et il part. Puis tout à coup, il voit quelqu'un, il est persuadé de reconnaître quelqu'un, là, à 200 mètres, au bout de la rue. Et en fait, le narrateur, là, pour la première fois, nous dit, oui, enfin, en gros, c'est lui hein, qui croit voir ça. Moi, dans la caméra, je vois rien de très net. Hein. Alors, il ne le dit pas comme ça, il le dit avec mais c'est quand même ça. Et là, d'un seul coup, on commence à se dire, waouh, mais dans quelle affaire il s'est embarqué, là, ce Hall, cette histoire pourrait mal finir. Et on ne sait pas si elle va mal finir. Enfin, justement, ça... mais c'est... ouais, il y a vraiment un travail de décalage du point de vue qui est très très fin, après moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette façon, alors surtout pour quelqu'un qui n'a pas vécu en permanence au premier plan la fin de l'Union soviétique, hein, c'est cette manière de, alors là presque comme un auteur russe hein, contemporain, hein, de traiter justement ce mélange très très subtil de regret et de soulagement en fait qu'il y a dans le post-soviétisme en fait, où les gens à la fois se souviennent de tout ce qui n'allait pas, mais voient aussi tout ce qui ne va pas maintenant, et il y a cet écart. Et ça, c'est très très bien montré. Alors, quelqu'un dit qu'après le régime soviétique, il n'y a pas beaucoup de livres qui présentent l'atmosphère après soviétique. Et alors, quelqu'un dit que, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit, le chien de Liga. Le chien de Liga. Ça, c'est, je ne sais pas qui a écrit. C'est un livre très important dans lequel on a décrit l'atmosphère après régime soviétique. Et après, c'est le deuxième livre décrit l'atmosphère de régime baltique, des pays baltiques. Alors pour Lituania, c'est un livre très important, en tout cas. Alors après indépendante, maintenant c'est l'atmosphère est beaucoup changée, mais
premièrement, c'était très sinistre. Alors, très froid. Ce roman, les Lituaniens, ils veulent vraiment de faire un film avec ce film, ce roman. Pourquoi? Parce que c'est la représentation, leur propre histoire. Mais après dire, tu n'as pas compris exactement votre question. La question. Non, la question c'était justement, je trouvais assez fascinant d'arriver à partir de 4 séjours en fait en Lituanie, enfin, parce que c'est ce qui me semble, enfin 4 séjours avec des amis, mais d'arriver à donner un rendu en fait très assez fin en fait justement de ce sentiment de oui, bon évidemment l'Union soviétique c'était l'horreur, mais en même temps la Lituanie indépendante c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, il y a ce côté désabusé en fait de la vie, enfin, qui apparaît de façon très forte. Enfin, à vrai dire, quand je suis arrivé premièrement en Lituanie, j'ai rencontré Muse. Elle s'appelle Julia. J'ai rencontré une seule fois à Manokabina. Nous avons discuté pendant 30 minutes. Nous avons séparé. Peut-être elle a été la Muse pour moi. Et alors j'ai beaucoup d'imagination tout d'un coup. Elle a été vraiment belle comme ange ou sorcière. Alors j'ai Jurgita, j'ai écrit dans ce roman, Jurgita, j'ai décrit cette femme, mais tu ne peux pas rencontrer encore une fois. Alors, quand même, j'ai écrit pas mal de livres à cause de Julia. D'abord, j'ai écrit Réminiscence, le mémoire, le souvenir dans le Manokabina. C'était ciné-roman. Le deuxième, Les hirondelles dans mon tiroir. Le recueil des poèmes. Ensuite, j'ai écrit Ujupis, la République d'Ujupis. Et ensuite, j'ai publié aussi un essai philosophique. Alors, j'ai publié 4 livres. Et alors, moi, j'ai dit à mes amis lituaniens, si tu peux terminer le film avec la République d'Ujupis, dans ce cas, tu peux faire, tu peux terminer tout mon devoir en Lituanie. Alors, si tu as l'occasion, tu as de chance de faire un film avec cette histoire, tu peux dire à la télé, maintenant, tu as le droit de devenir un simple pubère. À cause de cette rencontre, par hasard, j'ai pas mal écrit. C'est la vérité. Je vais lire un bref passage où Jurgita en fait apparaît pour la première fois, parce que c'est... Il y a quand même plusieurs femmes très importantes dans ce roman, mais la première effectivement c'est Jurgita. Bonjour, où est-ce que je vous emmène, a demandé un chauffeur en s'approchant de Hal.
Il devait avoir la petite cinquantaine, en dépit de cheveux déjà entièrement blancs. Il parlait un anglais presque sans accent, parfaitement intelligible. « Ah, où je pisse ?»« Où je pisse ?» a répété le chauffeur, comme s'il entendait ce nom pour la première fois. « Oui, à la République de Joupis. »« La République de Joupis. » Visiblement perplexe, le chauffeur avait à nouveau répété après Al. Alors celui-ci a sorti une carte postale de sa poche et la lui a tendue. « Voici l'adresse, ça ne doit pas être très loin, regardez le cachet de la poste. Vilnius, Lituanie. Vous voyez ?» Le chauffeur a sorti des lunettes de lecture et les a mises sur son nez. Il a pris la carte postale que lui présentait Al et l'a examinée minutieusement. Après quoi, il s'est dirigé vers ses collègues, regroupés plus loin autour de leur véhicule. Leur montrant la carte, il s'est enquis auprès d'eux de la destination. Les chauffeurs de taxi qui piétinaient dans le froid en attendant le client se sont mis à discuter entre eux, la carte de Al sous les yeux. De temps en temps, ils jetaient des coups d'œil furtifs du côté de Al. Ce dernier, saisi par le froid, avait posé sa valise sur le sol gelé, redressé son col, sorti ses gants de son manteau et les avait enfilés. Il promenait son regard aux alentours. La neige tombait doucement et le crépuscule s'annonçait. Les bouleaux qu'il apercevait au loin semblaient flotter dans l'air. La ville devait se trouver quelque part derrière cette forêt. Ayant chargé ses derniers passagers, le car bleu quittait la place dans cette direction. Du fait de la neige, sans doute, il donnait l'impression de disparaître lentement en flottant dans le vide. Après son départ, la petite place est devenue silencieuse, comme déserte. Soudain, un appel a retenti. « Jurgita !» Une voix avait crié. Son ton était si déchirant que Al, stupéfait, s'est retourné en sursaut. Là se tenait une femme, une belle jeune femme aux cheveux blonds, le visage empreint d'une profonde mélancolie. Elle devait sortir tout juste de l'aéroport. Un paysan, plus âgé, avec de l'embonpoint, et qui tenait une oie énorme contre sa poitrine, courait vers elle. C'est-à-dire que la voix qui venait de crier « Jurgita !» de ce ton déchirant provenait de ce paysan qui courait avec une oie dans les bras, tandis que celle qui avait été interpellée par ce Jurgita était cette belle jeune femme. La scène de la rencontre entre cette jeune femme gracieuse et ce paysan grotesque avait quelque chose de surréaliste. La neige n'avait pas cessé de tomber. « Ok, let's go !» a dit le chauffeur revenu vers Al en lui rendant la carte. Il a ouvert la malle arrière de la voiture, il a rangé la valise de son client. Littéralement sorcelé, Al ne pouvait détacher son regard du paysan et du Jurgita. Le paysan, à mesure qu'il se rapprochait de la jeune femme, semblait fondre en larmes, submergé par l'émotion, tandis que Jurgita se tenait immobile, toujours plongé dans sa mélancolie. C'était la scène d'une princesse retrouvant son pays après un long exil. Elle était partie après la chute de son royaume et était accueillie par un ancien serviteur du palais devenu paysan. « Allez, montez !» a dit le chauffeur. Al a jeté un dernier regard vers Jurgita avant de prendre place dans la voiture. Voilà. On la reverra après, hein, Jurgita. Je vous rassure tout de suite, quand même. On risque de spoiler un peu. Non, c'est quelqu'un d'assez important. Mais voilà, c'est une indication précieuse que je vous donne parce qu'en fait, il y a pas mal de personnages qui ont tous des rôles extrêmement précis dans cette machinerie assez terrible, en fait, hein, qui se met en place sous ces airs un peu anodins. Et bon, alors, il y a une scène que j'adore et je voulais parler de celle-là parce que à la fois c'est aussi une utilisation très très fine de la caricature, de ce à quoi on peut s'attendre. Vous vous souvenez donc dans le premier passage, s'il est encore là au bout de 48 heures, il faut qu'il aille au ministère des Affaires étrangères pour faire renouveler son visa. Évidemment, il y a passé plus de 48 heures, donc à un moment il faut qu'il y aille. Et donc il y a une scène incroyable où il va au ministère des Affaires étrangères. Là, pour le coup, ça parle pas anglais. Hein. Et donc, il a quelqu'un avec lui. Là, je vais pas dire qui exactement, mais il y a une scène incroyable où on lui raconte, on lui dit quelque chose, et son traducteur-interprète, en fait, lui raconte tout autre chose. Et ça se poursuit pendant plusieurs pages. C'est incroyable, c'est drôle, parce que le pauvre, il est là, et lui... il croit évidemment ce que lui dit l'interprète, et là on passe du quiproquo anodin au quiproquo qui devient de plus en plus énorme. Et là je trouve qu'il y a un sens de la comédie en fait, mais de la comédie qui est assez tragique en fait, parce que donc il y a ce côté, alors ouais, ça rejoint peut-être ce que vous disiez, c'est qu'il y a vraiment des scènes, on a l'impression qu'elles ont été construites pour le théâtre ou pour le cinéma, enfin dès le départ, quoi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a vraiment des scènes où vous dites non, ça je veux le voir sur une scène ou sur pellicule? En tout cas, pour faire un film, il faut, si c'est pas tellement amusant, les spectateurs sommeillent. Alors, dans ce cas, tu perds tout. Et alors, en tout cas, tu dois penser quelques scènes amusantes. Et alors, moi, quand j'écris
mes romans, comme la musique, tantôt tu dois écrire de façon sérieuse, tantôt c'est de façon très humour. Ça c'est, il y a certains rythmes. Et alors, peut-être dans ce roman, il y a quelques scènes incroyables. Par exemple, les personnages possèdent les animaux. Tantôt, il y a les hommes qui prennent grand horloge. Ça aussi, c'est... pour moi, c'est... Si on fait un film, la scène, si c'est très banal, dans ce cas, c'est grand effet. Alors, tantôt banal, mais tantôt très original. Tu dois faire ce film comme ça. Comme cela, les romans aussi, c'est la même chose. Si on est toujours sérieux, c'est mal à la tête pour les lecteurs. Moi, j'ai étudié les nouveaux romans français, mais les nouveaux romans français, tantôt c'est trop sérieux. Et alors maintenant, les autres pays ne lisent pas. Moi, j'ai sérieusement étudié le nouveau roman français. Ils sont très sérieux. J'ai appris leurs techniques aussi. Ils sont très chouettes. Quand ils écrivent, leur méthode est très chouette, très sérieux. C'est très bon. Mais pour lire, c'est pas tellement amusant. Et alors, la littérature française, l'année 50, la France était le meilleur pays au domaine de littéraire. Mais après, ça change. Par exemple, Amérique du Sud, comme Borges ou bien, il y a beaucoup de génies autour du monde. Alors, moi, j'ai appris beaucoup des romanciers, des nouveaux romanciers, mais je ne peux pas écrire comme ça. Dans ce cas-là, l'éditeur Pierre Bijou sera difficile pour lui. J'écris de façon très facile à lire. Alors, je trouve qu'il y a des moments où il y a une sorte de synthèse qui s'opère. Et en fait, moi je ne savais pas que vous aviez autant étudié le nouveau roman français, Rob Grillet, et la littérature abstraite française des années 50-60. Mais à plusieurs moments, je trouve qu'il y a quelqu'un qui résonne en tout cas avec la façon dont la République de Jupiter s'est construite, c'est Samuel Beckett. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beckettien, et Beckett c'est drôle. C'est terrible, mais c'est drôle, Beckett. Et il y a beaucoup de ça, de gens, dans cette façon justement d'utiliser des personnages pour créer en fait une scène qui est très emblématique, qui est très forte, mais qui est traitée d'une façon ordinaire. Les gens n'ont pas changé de costume, et tout, ils sont normaux. C'est un vieux prof, c'est un ancien douanier un peu corrompu, ils discutent, et il se passe quelque chose de très emblématique, de très fort, et ça pourrait être une mini pièce de Beckett pendant quelques pages,
puis c'est drôle, et en même temps ça veut dire beaucoup. Enfin, Et ensuite, j'ai oublié, avec Samuel Beckett, il y a aussi un grand écrivain de pièces de théâtre, tout inclus, hein? Ionesco. Ionesco, dans son cas, il y a plein de humour. Alors, moi, presque tous mes œuvres, il y a toujours humour. Alors, tantôt en lisant mes romans, on rit beaucoup. Et d'ailleurs, mon caractère aussi très gai, pas tellement sérieux, un homme pas tellement sérieux. Alors, je toujours moque Pierre. Parce que la vie n'est pas tellement longue, alors si on lit trop sérieux, mais quand même ce roman est assez sérieux. Puisque après avoir lu tout ça, par exemple l'éditeur de lituanien, c'est le meilleur, un des meilleurs éditeurs en Lituanie. Le directeur Kiedra, elle a décidé de publier mon roman, puisque après avoir lu en apparence, c'est pas du tout sérieux, mais après avoir lu, elle a trouvé que c'est un roman très métaphysique, très philosophique. Alors, elle a décidé de publier. Et alors, peut-être elle pense que c'est assez sérieux, mais pas tellement. Okay. Voilà, comme l'heure tourne peu à peu, je pense qu'on va continuer en fait autour de quelques vers. Mais en tout cas, bon, pour ceux qui n'auraient pas encore lu ce roman, moi je tenais à dire que c'est effectivement probablement le roman le plus drôle et le plus bizarrement comique que je connaisse, qui arrive à nous montrer que et à nous accompagner vraiment pour nous montrer que le passé c'est vraiment un monde perdu, c'est un monde qui a disparu, c'est un monde fantastique mais qu'on ne pourra jamais retrouver. Et donc c'est éminemment métaphysique et en même temps on ne peut pas s'empêcher effectivement de rire même jusqu'à la fin, et la fin je vous en parlerai certainement pas. Mais en tout cas vraiment c'est un roman qui est très impressionnant, qui est très beau, qui donne envie d'en lire beaucoup du même auteur. Donc là il faudra qu'il y ait un travail des éditeurs, mais bon ça c'est... on compte sur vous. Mais en tout cas, enfin, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et voilà, enfin, et vraiment merci beaucoup pour votre présence et votre... C'est moi qui dois dire merci pour tous. Pour moi, c'est un grand souvenir, très bon souvenir en France. Avant, j'étais un pauvre étudiant étranger quand j'étais jeune. Mais maintenant, je deviens un écrivain. Je présente mon roman. Ensuite, comme un grand savant, avec un grand savant, on a discuté mon pauvre roman. Alors, merci beaucoup.